Depuis quelque temps, une question revient avec insistance dans le débat public. Quel est réellement le rôle de Nadig Gbagbo au sein du PPACI? Certains affirment que rien ne se ferait sans son regard, d'autres parlent de simples rumeurs, voire de fantasmes politiques. Face à ces interrogations, les responsables du parti rejettent toute idée d'influence formelle et appellent à la prudence. Alors, que disent réellement les faits? Quelle place occupe Nadig Gbagbo dans l'organisation du PPACI, et pourquoi ce sujet suscite-t-il autant de débats? C'est ce que nous allons analyser dans cette vidéo. Alors je vais vous poser une question qui est naturelle. On s'est beaucoup interrogé, et le on étant un peu tout ce que le pays compte de commentateurs, sur le rôle au sein du PPACI de l'épouse de M. Gbagbo, Mme Nadi Bamba. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? On dit que rien ne se fait sans son accord, ou rien ne se fait sans son regard. Mais je vais vous retourner votre question. Mais pourquoi me posez-vous cette question? Mais parce qu'elle s'est posée dans le débat public, et bon, ben, vous pouvez dire ce que vous voulez sur la question. Soit vous la balayez, soit vous me répondez. Je ne la balaye pas. Je voulais seulement vous dire de faire attention aux rumeurs qui, bien souvent, sont malveillantes. Justement, mais c'est l'occasion, puisque nous avons une personne, j'allais dire, légitime à s'exprimer, dire les choses comme elles sont. Vous me donnez l'occasion. Peut-être de rectifier des choses. Quel est l'homme ou la femme? Quel est le couple dans lequel, que ce soit M. Laurent Gbagbo ou toute autre personne, ou Mme X, qui ne prendrait pas l'avis de sa compagne ou de son compagnon? Je ne trouve rien de choquant en cela. Mais dire, comme vous semblez colporter ce que dit la rumeur, moi non, je vous dis que ce n'est pas vrai. Je ne dis pas que le président Gbagbo ne puisse pas demander ou prendre l'avis de son épouse, et qui, croyez-moi, est une femme beaucoup plus intelligente que les gens ne le pensent. Mais elle ne joue aucun rôle, à ma connaissance, dans le parti. Et justement, à la faveur de ce renouvellement qui s'approche avec le Congrès, est-ce qu'elle pourrait prendre des responsabilités plus officielles? Non, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous répondre. Mais j'en doute. Mm-hmm. Comment est-ce que vous abordez le rôle du PPACI dans la période qui s'ouvre, c'est-à-dire comme parti d'opposition? Quelle opposition allez-vous être? Mais le rôle du PPACI ne se fait pas uniquement avec quelques députés à l'Assemblée nationale, ou le manque de députés à l'Assemblée nationale. Nous sommes un parti politique, nous avons un projet de société, nous avons des idées, nous devons continuer de labourer pour implanter notre parti, nous devons continuer de convaincre les Ivoiriens du bien fondé des idées que nous défendons. C'est un vaste chantier. Si vous me permettez, justement, vous me tendez cette perche, oui. Les idées, on ne les a pas beaucoup entendues pendant ce débat présidentiel, pendant les 6 mois qui ont précédé l'élection présidentielle. On a surtout entendu que votre projet, c'était que M. Ouattara ne soit pas élu, mais sur le fond, qu'est-ce que vous allez porter comme projet, comme idée pour ramener les Ivoiriens à vous? C'est sur le fond que ça se joue. Quand vous nous dites que vous avez entendu, tout ce que vous avez entendu de nous, c'est que M. Ouattara ne soit pas élu. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous attendiez de nous? Mais qu'on dise que M. Ouattara soit élu? Non, c'est pas ça là, c'est pas ça. Vous me dites que vous avez des idées, que vous avez des projets, mais c'est là-dessus que je vous interroge. Nous avons du travail et nous allons nous y atteler. Voilà. Mais dans la période où on aurait pu penser qu'elle était adaptée à cela, on les a pas beaucoup entendues. Les campagnes électorales en général sont des parenthèses. Hein. On les ouvre et on les referme après les parenthèses, et puis vous reprenez votre vie normale. Vous voulez dire que vous allez ouvrir des chantiers de réflexion? Bien sûr. À partir de quoi? De maintenant, du Congrès? À partir, d'abord nous allons préparer le Congrès. Mm-hmm. Et le Congrès va tirer les leçons de tous ces vécus dont vous parlez. Le Congrès en tirera les conséquences. Le Congrès donnera une impulsion, un élan, une ambition nouvelle au parti. Et il y a du travail, croyez-moi. Comment vous pensez que l'opposition devrait s'organiser dans les années qui arrivent? Est-ce que vous voulez la rassembler? Quelle est votre stratégie en la matière? D'abord, l'opposition, je ne vous dirais pas que l'opposition soit renforcée de ces échéances-là. Ce serait pas exact, ce serait vous mentir. Mais l'opposition, chaque parti politique va d'abord nettoyer sa maison, mettre de l'ordre dans sa maison. Et c'est à partir de là que nous allons
nous approcher les uns les autres et voir sur quoi nous pouvons nous entendre pour travailler ensemble. Bon, vous étiez allié avec le PDCI RDA jusqu'à l'élection présidentielle, puis le PDCI RDA, lui, a préféré présenter des candidats aux élections législatives, donc cette alliance, on peut dire qu'elle est caduque, pour le moins. Qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que vous continuez seul? Est-ce que vous allez continuer à essayer avec eux? Il semble que le PDCI ait des velléités de repentir, on va dire, par rapport à la stratégie de durcissement qui avait été mise en œuvre. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous en dites? Et s'il se rapprochait du RHDP, qu'est-ce que vous diriez? Ben, le PDCI est le PDCI, et le PPACI est le PPACI. Certes. Le PDCI a tout à fait le droit de décider de l'orientation qu'il donne à son action. Nous ne sommes pas les tuteurs du PDCI. Et nous avons eu deux alliances. L'une pour l'élection présidentielle, dans laquelle nous étions d'accord, eux et nous, sur notre opposition au 4e mandat. Et ensuite, l'élection législative. Nous n'y sommes pas allés, le PDCI a participé. Mais après, chaque parti tirera les conséquences à son niveau avant d'aller vers une éventuelle nouvelle alliance. C'est des chantiers à ouvrir. C'est des chantiers à ouvrir, mais je crois qu'il est trop tôt pour en parler maintenant. Est-ce que vous comptez participer aux élections locales, municipales, régionales qui auront lieu, bon, elles ne sont pas encore déterminées, mais enfin, en tout cas dans les années qui approchent, est-ce que vous comptez y participer? Et si j'ose demander, à l'élection présidentielle de 2030, qui sera quand même un tournant de la vie politique de ce pays? Vous me demandez de lire dans la boule de cristal. Les élections locales et régionales qui arrivent, je crois que c'est dans 2 ans. D'ici là, beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts. On sort à peine d'une élection présidentielle. La prochaine, c'est dans 5 ans. Et chaque chose se fait à son temps. Vous êtes d'accord pour dire quand même qu'un parti politique a vocation à se tourner vers le suffrage de ses concitoyens? Sinon, ça n'a pas de sens. Mais est-ce que vous doutez un seul instant de nous? Nous sommes le parti du suffrage, des élections. Il faudra encore le démontrer. Et nous sommes les victimes. Je vais vous dire quelque chose, s'il vous plaît. Si vous me permettez. Non, je vous en prie. Le président Laurent Gbagbo a été élu en 2000, en octobre, précisément le 20 octobre 2000. Il a été investi le 26 octobre 2000. Il a tenu son premier conseil de gouvernement le 27 octobre 2000. Les 6 et 7 janvier 2001, le président Laurent Gbagbo son régime a fait l'objet d'une attaque, d'une tentative de renversement du coup d'État. Dites-moi objectivement, octobre, novembre, et décembre, 7 janvier, est-ce que, quels que soient les griefs qu'on peut avoir contre quelqu'un, est-ce que vraiment cette personne a eu le temps de poser des actes qui permettent qu'on veuille renverser son régime? Nous avons été les victimes de cela. Nous, l'élection, c'est le seul moyen pour nous d'arriver au pouvoir. Seulement, si on n'accepte pas le concept de l'alternance, évidemment, on a l'illusion, mais c'est fragile. Des pays comme, je vais citer le Sénégal, c'est parce que le concept de l'alternance est accepté. Le pouvoir n'est pas une fin en soi. On est prêt à le défendre, vaille que vaille. Il y en a qui doivent l'assumer en permanence, et d'autres sont des damnés qui ne doivent jamais l'assumer. Ce n'est pas possible. N'enlevez pas l'espérance de l'alternance à vos compatriotes. Nous avons hérité d'un pays, nos devanciers ont essayé de le construire, ils en ont fait un État, et nous sommes à la phase où il faut construire une nation. Nous n'avons pas encore réussi à construire une nation en Côte d'Ivoire. Ça devrait être le chantier le plus important pour tous les responsables politiques. Quelles seraient les conditions justement de l'existence ou de la construction d'une nation qui est aussi disparate, qui vient quand même d'éléments extrêmement hétérogènes, mais qui se reconnaît quand même? Elle est devenue hétérogène, mais elle n'était pas hétérogène. Elle n'était pas hétérogène. C'est aujourd'hui qu'on se pose ces questions des origines, ça n'a pas toujours été ainsi en Côte d'Ivoire. Donc quelles seraient les conditions d'une construction, j'allais dire, douce et paisible et continue de la nation ivoirienne? D'abord, c'est une plus grande tolérance. Nous devons éviter de diaboliser l'autre parce qu'il ne partage pas notre point de vue.
Nous devons affirmer un état de droit et que la justice soit équitable pour tout le monde. Vous voyez, bon, on arrête des personnes sous l'accusation de terrorisme. Mais vous voyez sur les réseaux sociaux, parfois des personnes se vantent d'avoir égorgé des compatriotes. Mais ils ne font l'objet d'aucune inquiétude. Ça m'étonnerait. Ça, vous dites ça, je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Quand vous serez situé, non, je pense que si vous dites nous sur les avons réseaux tous, sociaux que vous avez égorgé quelqu'un, vous inquiétez pas. Intérêt à construire un pays où il fait bon vivre. Où il fait bon vivre. Mais on ne construit pas un pays quand on est le plus fort du moment, en écrasant le plus faible. Ça dure le temps que ça dure, mais malheureusement, ça ne s'éternise pas. Nous arrivons vers la fin de cette émission. Monsieur Aka, je voudrais vous poser quelques dernières questions plus personnelles concernant Monsieur Laurent Gbagbo. Au soir d'une longue et tumultueuse carrière, quel est aujourd'hui son état d'esprit? Je vais vous dire, j'ai eu le privilège, si tant est que c'en est, de rendre des visites au président Laurent Gbagbo quand il était en prison à La Haye. Et vous avez les visites partaient, je crois, de 13h à 16h. Vous avez toute latitude pour discuter, pour échanger. Premièrement, je n'ai jamais ressenti la moindre amertume. Pas d'aigreur? Aucune aigreur dans la personne du président Gbagbo. Des regrets? Des regrets, je ne sais pas. Oui, il peut regretter de s'être trompé sur certaines personnes, de cette... Et sur ses actions à lui, est-ce qu'il a des regrets? Mais quel regret pourrait-il avoir? Je pose la question, je ne sais pas. Et donc je vous disais que le président Laurent Gbagbo, lors d'une de mes visites, m'a dit j'ai été président de la République en Côte d'Ivoire pendant 10 ans, de 2000 à 2010. Je n'en fais pas. Redevenir président n'est pas une obsession pour moi. Ce n'est pas une obsession. Je ne me couche pas tous les soirs, je ne me réveille pas le matin en me disant que moi, Laurent Gbagbo, je dois coûte que coûte redevenir président de la Côte d'Ivoire. Mais la situation dans laquelle est notre pays depuis 30 ans, quelle que soit la place qui serait la mienne, je vais contribuer à l'amener sur des eaux plus paisibles. Voilà l'engagement du président Laurent Gbagbo. Et je pense que malheureusement, on ne saisit pas cette opportunité. On ne saisit pas cette opportunité pour apaiser notre pays, pour soigner les blessures. On ne saisit pas une opportunité, mais pour la saisir, il faut la sentir. Mais voulez-vous me dire que ceux qui doivent la saisir ne sentent pas le besoin de ce pays? Non, mais vous avez parlé tout à l'heure d'une main tendue, que vous vouliez vous tourner vers les autorités publiques de ce pays quand elles seront en place. Ça, c'est concret. C'est plus concret que... Mais les initiatives de paix, c'est celui qui exerce, ceux qui exercent le pouvoir, qui va prendre les initiatives. Quand le président Gbagbo est venu à la tête de ce pays, il a initié ce qu'on appelle le dialogue, où tout le monde est venu, les uns et les autres, ont dit les griefs qu'ils pouvaient avoir ou reprocher. Mais la Côte d'Ivoire ne peut pas faire l'économie de ce passage-là. Et quel regard porte-t-il aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire et sur les Ivoiriens et pour l'avenir? Le président Gbagbo est profondément triste de ce qu'il observe. C'est ce que je puis vous dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous accorde paix, santé et réussite dans tout ce que vous entreprenez. N'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. À très bientôt.